Bonjour à toutes et à tous. Je vous remercie vivement de participer à notre webinaire sur la responsabilité sociale et environnementale, vecteur d'engagement pour les collaborateurs et d'attractivité des entreprises. Alors, vaste programme que nous allons aborder avec Muriel et Stéphane, que je vous présenterai dans quelques instants. Donc, pour ma part, je suis Philippe Canon, directeur associé chez Valtus. Et fidèle à notre ADN d'accompagnement opérationnel de la transformation des organisations, nous avons souhaité organiser ce webinaire qui traite d'un sujet qui entre dans sa phase d'accélération. Alors, plusieurs mots illustrent dans plusieurs dimensions cette révolution du développement durable. Vous en avez tous entendu parler, entreprise à mission, diversité, inclusion, finances vertes, reporting extra-financier, transition écologique, impact, mobilité douce, consommation raisonnée, et j'en passe, numérique responsable. Voilà. Donc, notre objectif aujourd'hui n'est pas de rentrer dans un niveau de conseil, mais bien de pragmatiquement rentrer dans les effets de ce développement durable et cette responsabilité. Et nous, notre objectif, c'est vous démontrer que chacun a intérêt à s'engager pour transformer le système économique. On est avec Muriel et Stéphane absolument convaincus que cet engagement commun est créateur de performance et même un sujet de souveraineté nationale et européenne, là où l'Europe, on peut se le dire, a plus ou moins raté l'émergence du numérique. On parle beaucoup des GAFAM ou des entreprises chinoises. Il est extrêmement important pour nous de diffuser cette responsabilité sociétale et environnementale dans l'ensemble des tissus du territoire, à savoir des grands groupes vers les startups, les PME et les ETI. Donc, laissez-moi vous présenter nos deux invités que je remercie vivement pour leur participation et leur temps. Donc, tout d'abord, Muriel Barnéou. Muriel est la directrice de l'engagement sociétal du groupe La Poste depuis 2016. Elle y reviendra, mais le groupe La Poste qui est très à la pointe du développement durable depuis très longtemps. J'ai même vu qu'en 1843, 900 postes étaient, Muriel nous expliquera, étaient réservés aux femmes. Donc voilà, l'inclusion et la diversité étaient déjà depuis 1843. Muriel a un parcours très riche au sein du groupe La Poste. Elle a été notamment la directrice industrielle pendant 5 ans, avant d'en diriger la filiale numérique, bien connue pendant 6 ans, DocaPost. Donc, venant du monde digital, ce sera intéressant effectivement qu'elle partage son expérience depuis quelques années dans le développement durable. Stéphane Champion est le cofondateur de la start-up Citizen Wave. Donc, on est beaucoup plus loin qu'un groupe comme La Poste, mais il va nous expliquer, qui a développé une plateforme collaborative dédiée à l'engagement des collaborateurs et donc à l'accélération de la transformation des entreprises. Il vient également du monde digital. Il a entre autres exercé des responsabilités managériales chez Oracle et Microsoft, une entreprise qu'on connaît bien tous les deux. Rentrons tout de suite dans le vif du sujet. Tout d'abord, Muriel, j'aimerais avoir ton sentiment sur la période inédite que nous venons de vivre. D'ailleurs, le webinaire en est une des formes. On a tous expérimenté le digital, Teams, GoToWebinar, Zoom. J'aimerais avoir ton sentiment sur la RSE dont on a un peu moins parlé pendant cette phase. As-tu expérimenté une accélération de la RSE dont on a peut-être un peu moins parlé? On en a moins parlé, merci Philippe. Bonjour à tous. On en a moins parlé, mais pourtant elle est à l'œuvre et profondément à l'œuvre en fait. Moi, j'ai la conviction que les crises ne sont pas des révélations au sens, sont pas des moments où tout à coup émergent des choses nouvelles. En revanche, ce sont d'incroyables accélérateurs d'événements ou de faits ou de signaux faibles qui étaient déjà à l'œuvre et qui tout à coup sont amplifiés. Et pendant cette crise, pour ne rien vous cacher, moi j'ai beaucoup craint qu'on oublie la planète. Pourquoi? Parce que c'est un peu invité autour de la table, la société et l'être humain. On a vu très vite apparaître cette idée de la première ligne, du monde de l'ombre qui faisait finalement fonctionner notre société dans un rapport salarial qui était peut-être juste l'inverse de finalement sa relation à l'utilité. On a vu le poids qu'avait ou l'importance qu'avaient les caissières, qu'avait l'ensemble de l'univers logistique, les livreurs pour qu'on fonctionne. Et je me suis dit, oulala,
on va sortir de là avec un focus très fort sur l'univers social et purement l'univers social, et on va oublier complètement la planète. Et je crois qu'au fond, la planète et la nature nous ont tellement manqué pendant cette période qu'on en est finalement sorti, au contraire, non pas avec un qui chasse l'autre, mais avec les deux pieds dans lesquels nous sommes maintenant, à savoir la question de l'environnement, la question de la planète et parfois même des durcissements dans la législation, qu'elle soit française ou qu'elle soit européenne, et en même temps, ce besoin de poser la question finalement du pour qui, pourquoi et pour quelle société et pour quel rêve de société. C'est à mon sens, quelque chose qui aura profondément marqué cette sortie de crise et qui était déjà là finalement à l'état de trace depuis maintenant, je dirais facilement 7 ou 8 ans, un peu comme le numérique tout à coup a accéléré à l'occasion de la crise des années 2000. Stéphane, avant de te passer la parole, puisque toi, tu as lancé ta start-up voilà, il y a à peu près 2 ans, que ce serait intéressant de t'entendre. Vous pouvez bien entendu poser des questions sur le chat. Vous n'hésitez pas, je les relayerai à Muriel et Stéphane dès qu'on le pourra en regroupant certains thèmes. Stéphane, donc toi, est-ce que tu as été au chômage technique ou tu as pu continuer à travailler sur les sujets de RSE pendant cette période? Alors, pour une start-up, être au chômage technique pendant 1 année et demie, c'est probablement ça signifie la mort. Donc non, on n'a pas du tout été au chômage technique. En fait, peut-être que je rajouterai des choses par rapport à ce que disait Muriel. C'est que nous, on voit sur le terrain, hein, on est en contact avec beaucoup de PME et de TI qui nous permettent de prendre finalement à la température. Et pendant toute cette période de Covid, comme le disait Muriel, on a vu une accélération de cette prise de conscience des chefs d'entreprise, et notamment des PME et des ETI qui n'étaient pas forcément, on y reviendra probablement plus tard, mais qui ne sont pas forcément les entreprises qui sont les plus engagées aujourd'hui, parce qu'il n'y a eu aucune contrainte législative ou réglementaire autour de ça. Donc, malgré tout, il y a eu une prise de conscience. Et je voudrais juste donner quelques chiffres pour illustrer mon propos, parce qu'avec avec Citizen Web, on fait des enquêtes assez régulièrement et on s'appuie aussi sur des enquêtes de partenaires, évidemment. Et il y a 57% des dirigeants qui, pendant cette période du Covid, ont décidé, ou en tout cas ont pris conscience que réellement l'environnement était, je parle vraiment de l'environnement, pas du développement durable, était véritablement un des sujets vers lesquels les entreprises devaient évoluer drastiquement. Et ça, c'est super important, parce que ça veut dire qu'il y a une véritable prise de conscience. Après, la nuance qu'on pourrait peut-être apporter par rapport à cela, c'est qu'il n'y a pas encore réellement un passage à l'action. C'est-à-dire qu'il y a une volonté de passer à l'action maintenant. Donc, il y a prise de conscience, passage à l'action. Et le passage à l'action, on est en train de le vivre avec cette, je pense, la Covid a effectivement accéléré également cette volonté de passer à l'action parce qu'il y a une pression finalement des collaborateurs. Les collaborateurs, c'est également des personnes dans la vie courante. On n'est pas que des collaborateurs, on est des concitoyens, on est des consommateurs, on est tout ce qu'on veut. Alors, les consommateurs, plus trop pendant la période de Covid, mais néanmoins, on a une vie qui ne s'arrête pas à l'entreprise. Et en fait, ces personnes ont souhaité que l'entreprise, véritablement, prenne part à cette transformation sociétale dont on parle, parce que c'est de ça dont il s'agit. Et c'est assez marrant parce que le télétravail, fameux Teams dont tu parlais, Philippe, tout à l'heure, ou Zoom, ou peu importe, j'ai pas de part dans ces sociétés-là, mais en fait, ça fait ressortir quelque chose que peu de gens ont vu finalement, c'est que la sphère professionnelle s'est invitée dans la sphère privée. C'est-à-dire que quand on travaille de chez soi, on est chez soi, donc c'est le privé, et puis on change de pièce, ou même parfois on reste dans la même pièce, et hop, on est au travail parce qu'on est devant Teams, et on doit travailler, produire de la matière grise, etc. Et il y a eu une mise sous pression finalement des collaborateurs sans que personne s'en rende compte, avec ce nouveau mode de travail. Et on l'a bien vu évidemment chez nos clients. Et je citerai un exemple, c'est qu'on a un client qui est revenu vers nous, et Citizen Web, peut-être qu'on en parlera un peu tout à l'heure, mais on propose des parcours
pour les collaborateurs des entreprises pour justement traiter des sujets de développement durable. Et on a pas mal de nos clients qui sont revenus vers nous en disant, mais CitizenWeb, est-ce que vous avez des parcours de sensibilisation pour toutes les problématiques de santé au travail, de risques psychosociaux, de manière à sensibiliser les collaborateurs. Alors, on parle plus tellement de, on parle plus d'environnement là. Je passe un petit peu à la RSE, mais véritablement, il y a eu des problèmes psychosociaux dans les entreprises. Il y a eu besoin de recréer un lien qui est quand on n'est pas en réunion au bureau, on discute avec son collègue, on va boire un café, on va manger euh, au self, etc. On va faire du sport ensemble. Et là, d'un seul coup, avec le télétravail, il n'y a plus ça. Donc, il a fallu recréer quelque part des interactions avec CitizenWeb et des parcours spécifiques pour permettre aux entreprises clientes de justement d'abord sensibiliser les collaborateurs au risque qu'il y avait et puis leur proposer des moyens d'interagir ensemble avec des petites animations, des quiz, aussi des rendez-vous virtuels également pour pouvoir échanger sur ces thématiques-là. Et donc, on a mis ça en place et ça a été vraiment très, très bien perçu et ça a permis peut-être de mieux passer le cap de la Covid. Peut-être, je ne sais pas s'il me reste encore un peu de temps, mais je voulais juste aussi partager une petite étude que nous avons faite. Il y a 51% des dirigeants que nous avons interrogés qui ont repriorisé pendant cette période de Covid la RSE comme top priorité de l'entreprise. Donc ça, c'est véritablement, là, ça illustre exactement ce qu'on disait tous par les chiffres. 51% donc qui repriorisent la RSE comme top priorité. Et un autre chiffre, parce que moi j'aime bien les chiffres, vous allez le voir, mais je trouve que c'est assez intéressant parce que c'est parlant. Il n'y a que 27% des budgets qui ont été augmentés. Par contre. donc, ça veut dire qu'il y a une prise de conscience, il y a une volonté d'agir, mais il n'y a pas encore complètement les moyens. En tout cas, ça va venir, j'en suis certain, mais c'est encore un des challenges. C'est que les responsables de la RSE, moi je les appelle les héros, les nouveaux héros de l'entreprise, parce que finalement, on leur demande de transformer l'entreprise comme il y a eu la transformation digitale qui a englouti des milliards. Et là, on leur demande avec leurs petits bras musclés d'agir avec des budgets qui ne sont pas forcément à la hauteur, mais en tout cas, qui existent, c'est l'avantage. Et puis, on espère que la Covid aura eu ça de bon mais qui ne sont pas forcément des budgets phénoménaux et qui préemptent beaucoup sur d'autres types de dépenses, hein, Stéphane. On peut introduire une vision environnementale ou une vision sociétale dans des tas de choix d'investissement sans que ce soit un surcoût terrible. En tout cas, ce que je trouve très important dans ce que tu dis et ce que tu touches, c'est cette idée de porosité entre univers professionnel et univers personnel, qui fait qui est la même chose que ce que les entreprises vont devoir vivre, ça n'est pas quelque chose à part, la RSE. C'est quelque chose qui s'intègre dans les process existants et qui amène un autre regard ou un complément de regard à des process existants. La vraie, celle qui va vraiment nous transformer, c'est celle qu'on va intégrer dans des process industriels, dans du marketing et qui n'est pas déconnectée de l'entreprise ou qui n'est pas justement à part de l'entreprise. Pardon. Justement, Muriel, j'ai une première question qui est intéressante parce qu'on est tout de suite dans le vif du sujet. Il y a quelqu'un qui demande quelles seraient les premières actions simples, et Muriel, tu as un large recul maintenant et une expérience, premières actions simples pour passer à l'acte. Bon, ils ont bien retenu ce que dit Stéphane, oui. La difficulté de passage à l'acte. Donc, est-ce que tu peux nous donner quelques illustrations peut-être que le groupe La Poste a mises en place de façon très simple qui pourraient être reproductibles dans le gros sujet et qui va devenir un incontournable, c'est la question des émissions de gaz à effet de serre. C'est vraiment, on n'a plus beaucoup dans le monde aujourd'hui d'univers économique qui ne s'aligne pas sur les accords de Paris et qui ne cherche pas le sujet des accords de Paris. Et ensuite, non seulement au niveau des entreprises, mais au niveau macroéconomique, les pays s'alignent. Même les États-Unis sont rentrés. Donc, on peut discuter de la vitesse, mais c'est fait. Et donc ça, c'est un sujet fondamental, la question des émissions de gaz à effet de serre.
Et la première des choses à faire, c'est bête, hein, mais c'est vraiment très important, c'est de mesurer, savoir. C'est fondamental. La première marche à franchir, c'est mesurer, savoir ce que sont ces émissions. Et puis ensuite, il y a des choses très, très simples à faire. Par exemple, aujourd'hui, vous pouvez complètement, si vous le souhaitez, vous sourcer en énergie électrique d'une manière totalement énergie renouvelable. C'est tout de suite, c'est un effet très important sur la mesure de vos émissions et sur l'effet que ça va produire sur vos salariés. Ça, c'est un effet absolument immédiat et très simple. Vous décidez d'aller sourcer toute votre énergie électrique en énergie renouvelable, fondamentale. Ensuite, vous avez des sujets, bien sûr, sur les déchets. La manière dont vous allez, alors ça dépend de votre activité, bien sûr, hein, mais la manière dont vous allez être capable de réinsérer ce que vous considérez comme déchets dans un process qui va les considérer comme des matières premières, quels que soient ces déchets, ou la manière dont vous-même êtes capable d'aller sourcer des produits qui sont des produits issus du réemploi. C'est le cas, par exemple, très simplement, hein, sur un certain nombre de devices. Ne serait-ce que décaler de 2 ans et repousser de 2 ans la durée d'utilisation d'un smartphone, c'est un gain immédiat absolument phénoménal. Et nous, c'est ce que nous faisons. Alors évidemment, on en a 92 000 quand on regarde l'équipe. Vous imaginez l'aspect multiplicateur, mais ça a été une des mesures phares que l'on a prises, qui a été le prolongement de la durée de vie d'un certain nombre de devices. Donc il y a des choses qui sont extrêmement simples. Je reviendrai après avec Stéphane, mais Muriel, parce que j'ai pas mal de questions autour de ça. En fait, si je les résume, beaucoup de personnes voient ça comme un coût, d'accord, comme une difficulté, voilà, qui n'ont pas les structures peut-être managériales qu'a le groupe La Poste, ou même les moyens. Donc, c'est intéressant peut-être de t'écouter sur le levier de compétitivité qu'apporte la RSE, l'attractivité d'une entreprise que vous avez mis en place, comment peut-être tu le mesures, voilà, par rapport aux actions que tu as pu mettre en place. La RSE, c'est au final le sens que l'on donne à son entreprise et à l'action de l'entreprise. Véritablement, c'est ça. Et je pense qu'aujourd'hui, si l'on souhaite recruter et fidéliser les meilleurs clients, les meilleurs investisseurs, les fournisseurs avec lesquels on va innover et construire des relations de confiance, c'est fondamental d'articuler le sens que l'on donne à ce que l'on fait. Encore plus quand on est une entreprise de taille intermédiaire, parce qu'on a terriblement besoin de ces talents et de leur fidélité. Terriblement besoin. Et on n'a pas ce drive énorme que l'on envie notamment aux GAFAM, hein, vous parliez des GAFAM tout à l'heure, qui ont très très bien compris cette révolution du sens, qui était à l'œuvre avant crise, hein, encore une fois, hein, mais qui était là un peu à l'état de traces, alors parfois c'était plus que des traces, et qui s'amplifie et qui fait aujourd'hui que vous avez, on peut tous se citer des anecdotes, hein, des jeunes qui seraient des high dans un monde classique et qui, au bout de 6 mois, vous disent bon ben, je crois que je vais pas rester. J'ai un copain qui lance un projet de permaculture à Nantes et on va tester ça pendant quelques années. Et c'est pour nous très important d'être capable de raconter ce sens. Ça, c'est un premier sujet d'attractivité énorme. C'est un sujet de business. Dernièrement, l'Observatoire des achats durables vient de sortir sa dernière étude là. Pour plus de 80% des entreprises, la réduction des GES est un critère important, voire très important dans le choix des fournisseurs. Et nous, côté Poste, nous avons aujourd'hui passé la majorité des appels d'offres des entreprises, donc on a plus de 50% des appels d'offres dans lesquels il y a au moins 30% un critère qui va tourner autour soit de l'environnement, soit de l'impact sociétal, soit des deux. Majeur. Et ça, c'est un effet, Muriel, c'est un effet que tu as souhaité mettre en place avec la direction des achats, soutenu par la direction générale. Oui. C'est un vrai sens. C'est un vrai sens que tu as donné. Nous-mêmes, quand nous achetons, nous intégrons ça dans nos clauses et dans nos critères d'achat. C'est pour illustrer aussi et répondre à une des questions sur comment bouger très vite, sa puissance d'achat.
Et nos clients aujourd'hui, et pas seulement les clients de la puissance publique, c'était souvent le secteur public qui a posé ça au départ. Mais aujourd'hui, des grands comptes, et par exemple, c'est le cas, hein, vous voyez, un grand compte qui fait des bulles, qui a un packaging très, très rouge et qui vient de l'autre côté de l'Atlantique. On vient de remporter un appel d'offres très important il y a quelques jours. 40% de la note était sur des critères RSE et d'impact environnemental. Donc, ça devient un incontournable pour aller gagner des marchés. Et pour finir, ça devient un incontournable pour trouver des investisseurs. Il y a quelque chose qui s'est mis en place au niveau européen qui s'appelle la taxonomie. C'est un terme un peu barbare, mais en gros, ça consiste à dire qu'on va être capable de donner la couleur d'un investissement, d'une action, d'une société, avec tout un process d'identification de ce qui est vert et de ce qui ne l'est pas. Et les fonds, aujourd'hui, le cash, est terriblement drivé par la recherche d'investissements vert, ou en tout cas à caractère plus vert que, par exemple, l'énergie fossile. Et il y a énormément de cash et d'argent sur le marché aujourd'hui vers ces investissements verts. Lorsqu'on a émis notre premier green bond, il y a de ça déjà quelques années, nous avons été sursouscrits plus de 6 fois. On voulait lever 500 millions d'euros, on a levé plus de 3 milliards d'investisseurs qui jamais s'étaient intéressés jusque-là à la Poste, y compris de l'autre côté de la planète. Et ça, c'est très important pour une entreprise d'être capable de diversifier ses sources de financement. Donc, que vous parliez de vos collaborateurs, que vous parliez de vos clients, que vous parliez de vos investisseurs, aujourd'hui, c'est vraiment, mais croyez-moi, croyez-le, un sujet incontournable. Et ça n'est pas un sujet de grande entreprise. C'est un sujet de tout l'univers économique. Et je rebondirais. Juste une seconde. Je rebondirais. D'ailleurs, Philippe, tu l'as dit tout à l'heure, c'est que en France, on n'a pas forcément pris la vague de la transformation numérique dès le début. On n'y a pas cru. On a retardé les investissements dans ce domaine-là et on le paye cash aujourd'hui. On est encore à la traîne. Hein, toutes les études le montrent. On est en train de rattraper notre retard, mais on est encore à la traîne. Et là, très clairement, la RSE, ça va devenir un sujet de compétitivité extrêmement fort dans les années à venir. Et soit on prend le train maintenant et on va devenir compétitif. Et là, je pense que l'Europe, la France évidemment, mais l'Europe a un rôle à jouer et peut tirer réellement son épingle du jeu en étant finalement un peu précurseur. Alors, ça ne va pas jouer au niveau des grands corporates parce que les grands corporates, ils sont très, très avancés dans ce domaine-là, et tous les exemples que tu donnes, Muriel, l'illustrent, en tout cas pour la Poste, le groupe La Poste. Mais dans les ETI, là, il faut vraiment que les gens se prennent conscience que c'est maintenant que ça joue, quoi. C'est maintenant qu'il faut faire des investissements pour la compétitivité de demain. Et ça passe par le recrutement, l'attractivité, comme le disait Muriel. Et peut-être qu'il y a un chiffre, il y a des études qui ont déjà été menées à la fois de façon privée et à la fois sur l'ensemble des entreprises. Je voudrais juste citer Unilever, désolé, je cite le nom, hein, mais Unilever a publié des études il y a moins de 2 ans. Ils ont étudié la différence entre leurs marques qui étaient soutenables et les marques non soutenables de leur groupe, ce qu'ils appellent les sustainable brands, en bon anglais. Et en fait, ces marques durables étaient 20% plus performantes économiquement que les autres. Donc, il n'y a pas à se poser de questions. C'est la réalité, elle est là, et on le voit. Les entreprises qui aujourd'hui en Europe, une autre étude a montré que c'était la compétitivité était là, 13% de rentabilité de plus. Michelin a fait une énorme transformation qui leur a permis de devenir beaucoup plus compétitif, d'embaucher plus de monde. Enfin, ça a été une vraie réussite. Je pense qu'il faut plus poser la question, est-ce qu'il faut y aller ou pas? Maintenant, il faut y aller, quoi. Voilà. J'ai peut-être une question, Muriel, pour toi. Il y a énormément de questions, hein. Je suis désolé, je ne peux pas toutes les prendre, mais pour rebondir sur ces échanges, il y a pas mal de sujets autour d'entreprises à mission. Est-ce qu'on a besoin d'être une entreprise à mission pour accélérer? Et c'est intéressant de t'écouter là-dessus parce qu'il y a beaucoup de buzz avec Danone, avec différentes entreprises. Qu'est-ce que tu en penses en termes d'organisation et d'accélération de la RSE par l'organisation?
Vous avez 3 marches hein, dans le cheminement. Vous avez d'abord avoir une politique RSE. Ensuite, vous avez élaboré une raison d'être et l'inscrire dans vos statuts. Et ensuite, vous avez carrément un changement de statut qui est le statut d'entreprise à mission. C'est vraiment 3 marches. Et elles sont séquentielles. Hein, on ne peut pas en sauter une. Politique-RSE, on vient d'en parler. Raison d'être. C'est le sujet, moi, que je recommanderais parce qu'il est très intéressant. La raison d'être, ça consiste à dire, voilà ce que je suis, voilà ce dont j'hérite, et voilà ce que je veux préserver, quoi qu'il arrive à mon entreprise. Cette manière de faire, c'est ce qui est identitaire pour moi. Je veux le poursuivre dans le monde de demain parce que je pense que demain, c'est aussi intéressant pour mon entreprise et pour la société que je le fasse. Ça amène à formuler une raison d'être. Et cette raison d'être, elle va être inscrite dans les statuts. Dans la loi Pacte, on a eu un changement important, un complément important de l'article 1833. En fait, la société n'était pas définie par son objet. Elle était définie par le fait qu'il y avait des gens qui se mettaient ensemble, des associés, et qu'ils allaient partager des choses. Et là, vous lui donnez un objet. Pourquoi c'est intéressant? Parce qu'en fait, dans le process d'élaboration de cette raison d'être, vous discutez avec vos parties prenantes. Et c'est quelque chose de très, très fort de cet univers dans lequel on est rentré. Cet univers, il est open. Hein, on parle avec des collaborateurs, bien sûr, mais on parle aussi avec ses fournisseurs, on parle avec ses investisseurs, avec ses actionnaires, avec des ONG, avec des influenceurs. Et c'est au fond la convergence de l'ensemble de ces parties prenantes qui fait quelque chose. Voilà. Et au-dessus de ça, vous avez le statut d'entreprise à mission. Le statut d'entreprise à mission, là, il consiste à dire, à l'aplomb de cette raison d'être, je vais prendre des engagements que je vais suivre et je vais changer ma gouvernance, c'est-à-dire du conseil d'administration, vous avez un comité de mission qui s'installe, qui va vérifier que vous êtes bien en train de poursuivre cette mission. C'est un très beau statut, mais pour s'engager et pour être visible, encore une fois, de vos collaborateurs, de vos futurs collaborateurs, clients, investisseurs, fournisseurs, il n'est pas nécessaire d'atteindre jusque-là ce qui est un peu aujourd'hui le Graal du niveau d'engagement. Ce qui est intéressant avec la raison d'être, encore une fois, c'est la manière dont vous allez faire participer et porter votre avenir par l'ensemble des parties prenantes de l'entreprise. Et on est dans un monde de collaboration, on est rentré dans ce open hein, de partenariat. Donc, point besoin un peu d'une course à l'échalote de l'entreprise à mission parce que ça fait un peu terrible en ce moment. Non. Voilà, c'est pas le sujet. C'est pas le sujet. Le sujet, c'est la réflexion en commun, de façon collaborative, avec l'ensemble de l'écosystème. Il y a une majorité de TI hein, dans les entreprises à mission. Aujourd'hui, on est à peu près 200. La Poste devient entreprise à mission aujourd'hui, d'ailleurs. Elle tient son assemblée générale extraordinaire aujourd'hui. Pardon, Stéphane, je t'ai coupé. Et il y a une majorité dans ces 200 entreprises, il y a une majorité de PME ETI. Hein. C'est un statut qui est embrassé par le tissu économique français pas mal. Mais non, ça n'est pas une obligation que de courir d'avoir cette course à l'échalote. Très bien. Stéphane, peut-être on va passer pourquoi aux collaborateurs, qui sont des éléments importants de l'écosystème quand même. Donc, j'ai une question amusante pour lancer un peu le débat. Pourquoi mobiliser les collaborateurs? Et tu vas nous dire un peu ce que tu vois, ce que tu fais, mais il y a quelqu'un qui dit qu'il faut un peu d'humour. Comment faire de la RSE avec les collaborateurs? J'ai mis des ruches, je recrute localement et j'ai mis des vélos à disposition. Quoi d'autre? Ça suffit pas. C'est un bon début, mais ça ne suffit pas. Peut-être avant de répondre directement à la question sur moi, ce que nous appelons chez Citizeneo de la RSE collaborative, j'aimerais juste rajouter un petit élément à tout ce qu'on a dit juste avant, c'est à propos de la maturité, la maturité RSE. Je pense qu'effectivement, il y a une diversité de maturité des entreprises. Les corporates sont très très en avance, mais le tissu des PME et des ETI a encore beaucoup de. Il y en a qui sont en avance et qui sont devenus des entreprises à mission, comme le disait Muriel, mais beaucoup aujourd'hui on le voit à nous sur le terrain, beaucoup ne savent pas trop comment démarrer en fait. Donc c'est là où nous on intervient et on les aide, on les accompagne à la fois avec des parcours donc
des parcours d'engagement des collaborateurs et puis également un outillage, donc une plateforme qui va permettre justement de faciliter ces échanges et de les concentrer en un seul point. Stéphane, on a un petit problème de son. On a un petit problème de son, Stéphane. On t'entend plus. Stéphane, on ne t'entend plus là. On ne t'entend plus, Stéphane. On ne t'entend plus. On va peut-être essayer de rétablir le son avant que… Pendant que Stéphane rétablit, Philippe. Oui. Oui, je pense qu'effectivement, les ruches, les vélos, c'est un très bon début. Ce qui est profond et ce que l'on va chercher à faire et ce que l'entreprise doit chercher à faire, c'est comment dans son business, elle intègre le process. Hein. C'est-à-dire que qu'est-ce qu'on a fait, par exemple, nous, côté poste, dans le business, ça consistait à regarder la chose qui nous gênait le plus en matière d'impact de gaz à émissions à effet de serre, qui était la question de la logistique. Et donc, on a dit, on va travailler à la manière dont on peut avoir une logistique qui soit une logistique responsable. On a démarré il y a 10 ans, je peux vous assurer, moi j'étais directeur industriel à ce moment-là, c'est le moment où on a lancé le grand plan du groupement d'achat des véhicules électriques. Je vous assure qu'on nous prenait pour des dingues. Et particulièrement parce que c'était ma collaboratrice et moi, on était 2 femmes à porter ce sujet-là, et ça dénotait dans le paysage. Donc, c'est le comment faire plus, le sujet du faire plus, c'est véritablement intégrer ça dans les process et dans la manière de produire de l'entreprise, et pas, c'est déjà très bien, hein, mais pas que en périphérie dans, par exemple, les déplacements des collaborateurs. Stéphane, est-ce qu'on t'a retrouvé? Mille excuses, j'ai la technique a priori lâché. J'espère que ça n'arrivera pas à nouveau. Vas-y, je t'en prie. Bon, non, mais en fait, je parlais de la maturité RSE et je disais que il était important d'accompagner différemment les entreprises qui sont à différents stades et probablement que les corporates ont un grand rôle à jouer dans finalement une sorte de parrainage et d'accompagnement. On y reviendra peut-être sur les écosystèmes apprenants et durables pour pouvoir justement accélérer encore davantage cette prise de conscience parce que on est vraiment, on n'est plus en compétition sur l'environnement notamment, on est plutôt à tous essayer d'aller le plus vite possible vers cet objectif. En fait, ce que je voulais dire sur la RSE collaborative, c'est que la RSE, c'est pas uniquement l'affaire des comités de direction, en fait. Et très très souvent, on a tendance à penser que c'est le problème des patrons, si j'ose dire, et pas tant le problème des collaborateurs. En fait, il faut arrêter de penser que le COMEX seul va être en mesure de gérer cette transformation sociétale de l'entreprise. Il faut impliquer les collaborateurs. Ça, c'est super important. Alors, on peut le faire en décalé parce que, effectivement, les exemples que Muriel donnait pour démarrer, on peut faire un bilan de ces émissions, par exemple, on n'a pas forcément besoin d'impliquer énormément les collaborateurs. Mais très très vite, en fait, on se rend compte que les attentes des collaborateurs, elles sont d'être impliqués directement, en fait. Et ça, c'est extrêmement important de bien comprendre. C'est qu'il ne faut pas se limiter à du top-down avec la RSE. Il faut énormément écouter les collaborateurs et les faire contribuer. C'est eux, finalement, un peu l'intelligence de l'entreprise. Elle est diffuse dans l'entreprise et tous les services doivent contribuer à leur niveau, à la réussite de la mise en place d'une RSE. La RSE, c'est extrêmement compliqué parce que c'est cross, il n'y a pas un responsable. Si, il y a un responsable de la RSE, mais le pauvre, s'il est tout seul à agir, il n'y arrivera jamais. Donc l'idée, c'est vraiment qu'il trouve des relais dans toutes les organisations et à tous les niveaux de l'entreprise, de management, mais pas uniquement de management. Et donc, il est important de faire collaborer entre eux les collaborateurs. Donc, justement, Stéphane, sur ce sujet, il y a des questions là-dessus. Comment tu accélères cette mobilisation des collaborateurs? Puisqu'on a parlé de gouvernance RSE, on a parlé de comité de direction, on a parlé de mise en place de structures managériales pour le faire. Comment tu accélères cette, je dirais, prise de conscience et réalité, en fait, hein? Oui, alors en fait, pour répondre à ta question, je démarrerai sur ce qu'on a étudié des besoins, en fait. Enfin, on a fait
un sondage toujours, parce que j'aime bien les sondages, moi. Et en fait, qu'est-ce qu'il est ressorti de la demande des entreprises? Il y a 3 éléments clés qui ont été ressortis. Alors, je vais me permettre de lire parce qu'ils sont un peu longs. Le premier, c'est sensibiliser les collaborateurs aux enjeux sociaux et sociétaux. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on a besoin de sensibiliser les gens. En fait, c'est pas du tout péjoratif de dire ça, mais les gens ne comprennent pas ce que c'est que le développement durable. C'est finalement pas si simple que ça. Et en fait, il y a un véritable besoin des entreprises de sensibiliser les salariés. Et donc, cette sensibilisation, il ne faut pas la faire n'importe comment. La plupart du temps, on fait du learning, mais ce n'est pas suffisant en fait. Il faut véritablement faire de l'interactivité. Le deuxième point, c'est impliquer et engager les collaborateurs de manière continue dans la démarche RSE. Bien souvent, par rapport aux actions que l'on mène, sont des actions ponctuelles. Et les gens sont mobilisés pendant une journée, c'est très bien, et puis le lendemain, il ne se passe plus rien. Donc, ce qui est important, c'est le souhait de l'entreprise, c'est d'arriver à mobiliser les collaborateurs dans la durée. Et puis, le dernier point, c'est intégrer les parties prenantes. Muriel on a très bien parlé. C'est super important dans la stratégie RSE d'impliquer les parties prenantes parce qu'ils font partie, évidemment, comme leur nom l'indique, et notamment les entreprises externes qui travaillent avec l'entreprise. Et pour cela, en fait, ce que nous proposons, c'est de la technologie, du conseil évidemment, mais de la technologie un peu innovante qui permet justement d'adresser cette accélération en fait. Et comment on va le faire? Avec 3 éléments principaux. Le premier, c'est qu'il faut absolument mesurer. Muriel, tu l'as dit et je le répète, les analytiques sont fondamentaux. C'est pas de savoir combien il y a de personnes qui se sont connectées à un Teams, ou de savoir combien il y a eu d'emails ou combien il y a eu de reach sur un post en particulier du réseau social d'entreprise. C'est véritablement des analytics de pilotage, à la fois RH, communication et RSE, sur des indicateurs clés de performance, notamment justement suivre le taux d'engagement, par exemple, des collaborateurs. Là, ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est ce qui est bon à un endroit peut être bon ailleurs. Et donc, on a mis en place de l'intelligence artificielle qui permet de comprendre ce qui fonctionne bien à certains endroits dans l'entreprise. Et c'est très important pour pouvoir collaborer, pour pouvoir échanger, pour pouvoir profiter de cette expérience au sein même de l'entreprise, de pouvoir pousser automatiquement la next best action, comme on dit en anglais, aux personnes qui potentiellement peuvent justement dupliquer une action qui a très très bien marché à un endroit. Donc ça, c'est assez intéressant. Et puis, il y a un autre élément qui est important, c'est ce qu'on appelle la gamification. C'est-à-dire, il est important de faire des quiz, de faire des questionnaires, de créer des challenges par équipe. Et c'est tout ça qui permet de créer ce qu'on appelle, nous, l'expérience collaborateur au sein même de la plateforme. Alors, tout n'est pas digital, évidemment, heureusement d'ailleurs, mais ça permet malgré tout, c'est le fil rouge, si j'ose dire, et c'est le point de concentration de la RSE. Parce qu'il y a un point qui est important, et j'arrêterai là, parce que je sens que tu veux poser une question, Philippe, mais quand on rentre chez un client, en fait, la plupart du temps, on a retrouvé jusqu'à 7 systèmes informatisés, donc 7 systèmes d'information dans lesquels les informations de la RSE sont stockées ou sont partagées. Et ça, alors les corporates, souvent, ont adressé ce point-là, mais pas tout le temps. Mais ça, c'est un vrai challenge, c'est comment arriver à mettre en un seul point toutes les informations, toutes les actions possibles pour le collaborateur, de manière à ce qu'il y ait un accès simple, unique à cette information et à cet engagement finalement. Et l'engagement, il est là, en fait. Il est là. C'est que moi, je suis collaborateur, j'ai plein de choses à faire. La RSE, c'est en plus, c'est important pour moi parce que ça donne du sens à mon travail, mais il ne faut pas que je passe 3 heures à essayer de trouver ce que je peux faire dans l'entreprise parce que je ne sais pas ce que fait mon entreprise précisément en RSE. Et justement, Stéphane, pour être tout à fait pragmatique, je parle de questions là-dessus. Qu'est-ce qui marche le mieux là en ce moment? Il y a des gens qui me disent est-ce que l'entreprise met des incentives, fait des jeux? Qu'est-ce qui marche le mieux en fait pour mobiliser les collaborateurs? Sur quel sujet par exemple? Alors les sujets, c'est très simple. Là, je peux te les citer. C'est l'égalité homme-femme, c'est super importante. La diversité et l'inclusion, qui aujourd'hui est un phénomène de société important avec alors je ne sais pas si c'est contextuel, mais il y a un vrai focus sur le handicap. Les entreprises souhaitent réellement s'améliorer de ce point de vue-là. La qualité de vie au travail,
malgré tout, demeure importante et avec la période Covid, évidemment, depuis 2 ans. Alors nous, on n'existe que depuis 2 ans, on n'est pas depuis 1800 et quelques, mais 500 ans, 500 ans, Stéphane. 500, pardon, voilà, bon, excuse-moi, désolé. Le numérique responsable, ça c'est également un élément important. Donc on a des ESN par exemple qui nous ont demandé de faire des parcours de sensibilisation sur le Green IT. Donc à la fois pour se sensibiliser sur les bons gestes à avoir, les bons réflexes à avoir, notamment avec des fournisseurs également. Et puis les ESN qui développent des logiciels, en fait, ont fait un challenge. On en a une qui a fait un challenge pour justement calculer l'empreinte entre guillemets numérique, l'empreinte pardon carbone des programmes qu'ils sortent. Et en fait, ils font des challenges entre eux et ça permet c'est un cercle vertueux et en plus ça dure dans le temps parce que évidemment des projets ils en ont tout le temps. Donc il y a une course comme ça ça c'est très concret, tu vois, sur le Green IT. Il y a la mobilité durable malgré tout qui est importante également et la gestion des déchets. Voilà. Il y a beaucoup de sujets. Sur le sujet des incentives, pardon. Juste sur le sujet des incentives, c'est fondamental. Hein. C'est-à-dire qu'on ne peut pas dire aujourd'hui, un patron ne peut pas dire, je suis très intéressé par le sujet et par exemple, ne pas avoir ces critères qui interviennent de près ou de loin dans le calcul du bonus. D'accord. Ça, c'est pas possible. C'est un moment de vérité. Voilà. Tu parlais de sensibiliser les collaborateurs, Stéphane. Je ne sais pas ce que tu en penses, mais moi, je suis très impressionnée par la puissance de quelque chose de très simple, là aussi pour tous ceux qui nous écoutent, qui s'appelle la fresque du climat. La fresque du climat, c'est un truc que vous faites avec vos collaborateurs. Vous pouvez le faire sous des petits formats, sous des gros formats. C'est extrêmement pédagogique. Ça vaut les 200 pages du rapport GIEC. Et je vous assure que vous transmettez du savoir à vos collaborateurs en déroulant cette fresque parce que c'est scientifique et c'est véritablement quelque chose qui est une formation et qui peut être vu comme tel et qui vous permet aussi de situer votre entreprise dans cette fresque. Oui, tout à fait. Et je rajouterais que la fresque du climat a déjà été déclinée dans une vingtaine ou une quinzaine de fresques différentes, fresque de la mobilité, fresque de la biodiversité, etc. Et c'est très intéressant. Et en fait, nous, on l'intègre dans nos parcours et on ajoute à cela des étapes numériques pour savoir où en sont les collaborateurs avant de faire la fresque, donc avec des séries de quiz. Et puis à la fin, pour valider quelque part un peu les acquis pendant cette fresque avec des questionnaires. Ça permet avec les analytiques de bien comprendre aussi comment les gens réagissent à la fresque et c'est assez intéressant d'avoir ce suivi. Tu as raison, c'est un véritable outil c'est très simple. Simple et puissant. On donnera le lien pour y accéder puisqu'il y a des personnes qui sont intéressées, vous les avez intéressées en live. Il y a des personnes qui veulent les sources aussi de tout ce que je donne, n'hésitez pas à me contacter, on se fera un plaisir de les partager, évidemment, ça ne sort pas de ma poche. On en parlera en conclusion. Muriel, peut-être sur les dizaines de milliers de collaborateurs de La Poste par rapport à ce que disait Stéphane, voilà, ça marche, ça dépend des générations. Ça marche à tous les étages. D'accord. Et moi, je trouve que cette question de la planète et du soin qu'on met à la planète et derrière, du coup aussi, du modèle de société qu'on définit est quelque chose qui est très fédérateur. Vraiment. C'est non seulement mobilisateur, mais c'est très fédérateur parce que ça crée un objet intemporel qui parle, qu'on soit parent, collaborateur, patient, cadre, encadré, encadrant, peu importe. On est tout à coup sur un sujet de pied d'égalité. On parle au fond de l'espèce humaine, de la manière dont on veut vivre, dans la manière dont on veut restituer de la richesse et du soin les uns vis-à-vis des autres. Et moi, je trouve que c'est quelque chose qui justement est extrêmement fédérateur avec un espèce de problème qu'on a devant nous en disant, bon, comment on peut y contribuer et que peut-on y faire? Et c'est quelque chose qui touche encore une fois tous les étages. Ça a été un sujet d'engouement majeur pour nous, pour nos facteurs, lorsqu'on leur a mis des voitures électriques entre les mains. Ça a été un sujet de fierté absolue du côté des investisseurs et des salles de marché quand on a, comme je vous le disais tout à l'heure, été sursouscrit 6 fois quand on a lancé notre Green Bond. Ce sont absolument tous les univers de la maison.
C'est une fierté du côté des comptables et des contrôleurs de gestion de réfléchir à la manière de penser la comptabilité et l'organisation budgétaire de manière à faire rentrer des critères d'émissions de gaz à effet de serre au moins dans les choix d'investissement. C'est une fierté des acheteurs de modifier leur charte et d'intégrer dans les clauses d'achat des critères, là aussi, comme je vous le disais, environnementaux et sociétaux. Donc, on trouve des leviers d'action à tous les endroits de la maison. Ce que l'on a mis par-dessus, et ça, vous pouvez le faire ou pas en fonction de vos souhaits, c'est on y a aussi mis du mécénat. C'est-à-dire que l'on propose, c'est l'entreprise qui s'engage cette fois-ci et qui propose à ses collaborateurs, s'ils le souhaitent, de s'inscrire dans des opérations d'intérêt général au service d'associations, de grandes organisations ou des petites. Ça peut être des choses très locales ou ça peut être la Croix-Rouge, des choses nationales et internationales. Et sur des missions, donc vous avez des outils très simples pour pouvoir faire ça, sur des missions identifiées et que nous avons labellisées en tant qu'employeur, nous permettons à des collaborateurs, soit ponctuellement, soit d'une manière un peu plus longue dans le temps, temporaire, dans l'intercontrat par exemple, de passer un peu de temps, par exemple sur le développement d'un site web pour une femme qui veut revenir dans la vie active, ou aller donner du temps aux banques alimentaires en matière d'organisation logistique. Ça, c'est aussi quelque chose qui est très apprécié, que les GAFAM pratiquent beaucoup, un peu inspirateurs dans ce monde du sens, et qui est aussi un moment d'égalité. On peut, par exemple, le faire comme une sorte de team building entre un encadrant et puis toute son équipe dans une recyclerie ou une ressourcerie et qui crée un moment de cohésion plutôt que d'aller le faire dans un château fort dont au fond on ne bénéficiera pas des infrastructures parce qu'on n'aura pas le temps de le faire parce qu'on va bosser, le faire dans un lieu où on va donner un peu de son temps et être un peu confronté à une réalité économique qu'on oublie est quelque chose qui est aussi extrêmement efficace et nous c'est très apprécié. Ça permet de casser les silos aussi entre différents services, au sein d'une équipe évidemment, mais de casser les silos parce que quand on s'implique dans ce genre d'action, on rencontre des gens qu'on n'a pas forcément l'habitude de croiser sur son lieu de travail et donc c'est aussi très très fédérateur de ce point de vue-là. Ça renforce la cohésion d'entreprise en fait. Tout à fait. J'ai peut-être avant qu'on arrive à la conclusion parce qu'il y a un sujet qu'on a abordé. J'aimerais vous entendre là-dessus. C'est intéressant. On oppose de temps à autre le digital, le numérique et la RSE. Moi, je vois plutôt le digital comme un accélérateur. Qu'est-ce que vous en pensez de ce sujet du numérique au service de la RSE? Bien sûr, ça ne se fera pas sans digital. De toute façon, je ne sais pas ce qui se fera sans digital. J'aime beaucoup cette phrase de « il n'existe pas d'abri anti-numérique ». Il n'y en a pas. Tous les univers vont basculer ou ont basculé maintenant. Donc, bien sûr qu'elle se fera grâce au digital et le digital est lui-même une solution sous certaines conditions, mais c'est lui-même une solution. La blockchain, si on prend le sujet de la blockchain et la question de la traçabilité, par exemple, dans le sujet des déchets, du recyclage et du réemploi, ça va être un outil merveilleux et extraordinaire. Si on prend les drones ou l'IoT pour aller surveiller des essences rares, des espèces rares et éviter des feux de forêt qui sont dommageables pour toute la planète, de la même manière, ce progrès va être un outil essentiel. De toute façon, on va vivre avec. Il faut juste, comme le disait Stéphane, qu'on le fasse avec un certain nombre de précautions, à la fois dans les choix d'architecture, les choix de sous-traitants, les sophistications plus ou moins grandes et du coup la gourmandise plus ou moins grande de nos applications et de nos architectures vis-à-vis d'espace et du coup des gaz à effet de serre, des émissions de gaz à effet de serre. Ça, c'est un premier sujet. Et de l'autre côté, c'est aussi avec un certain nombre de règles éthiques, évidemment, quant au libre arbitre et au respect des volontés
On a démarré avec un digital un peu Far West, un peu débridé. Aujourd'hui, on ouvre un espace et il y a un marché pour ça. Hein, c'est ce que d'ailleurs la Poste a expérimenté et continue à vivre très bien avec DocaPost. Il y a un espace pour un digital plus précautionneux de la vie privée et plus précautionneux de la planète. Stéphane, je ne sais pas si tu veux enchaîner. Je suis entièrement d'accord. Alors, je vais pas forcément parler du digital en tant que tel parce que je suis un peu jugé parti pour le coup. Mais je suis convaincu, hein, parce que sinon, je n'aurais pas monté Citizen Web. Je pense que malgré tout, le côté humain est également super important. Et pour reboucler peut-être sur tout ce qu'on a dit avant, moi, je voulais parler juste parce que c'est mon petit dada, ma marotte, c'est les millennials, en fait. Hein. Je pense que c'est les millennials aujourd'hui, ils cherchent pas le bien-être au travail, ils cherchent le sens au travail. Et donc, on doit leur apporter ça quand on les recrute, notamment. C'est ce qui fait l'attractivité dont tu parlais, Philippe, également, et toi, Muriel, au tout début. Et, c'est un enjeu pour les ETI, et notamment, on le voit beaucoup sur le terrain, nous. On a une ETI, notamment, juste pour donner un exemple très concret, qui avait du mal à recruter. Donc, c'était une ESN également. On est beaucoup dans la technologie, enfin, dans les technologies. En fait, donc cette ESN avait du mal à recruter certains top talents parce que systématiquement, ils avaient la question sur leur engagement RSE. Et la personne n'avait pas grand-chose à cette époque-là. Donc, on est rentré en contact, on les a aidés à déployer tout un programme et notamment un truc qui est assez sympa, je trouve, c'est un pré-onboarding, c'est-à-dire que il donne la possibilité aux candidats de rentrer dans le système Citizen Web. Alors, ils n'en voient qu'une partie, hein, évidemment, mais ils ont la possibilité comme ça de voir ce que l'entreprise fait en matière de RSE et comment les collaborateurs, eh bien justement, interagissent sur ces sujets-là au sein même de l'entreprise. Ça lui a réglé son problème de recrutement. Donc voilà, c'est juste pour dire que le côté humain, les millennials sont super importants. C'est l'innovation de demain, les millennials. Hein. Donc si jamais on n'arrive pas à recruter les millennials, on a un problème demain. Quoi. Voilà. Et la technologie peut aider. Parfait. On arrive dans les toutes dernières minutes du webinaire et je tiens à ce qu'on termine à l'heure puisque vous savez que maintenant, ce format digital permet enfin de terminer à l'heure. Nos différentes, c'est l'énorme avantage. Peut-être, Muriel, un mot de prospective, d'optimisme, je ne sais pas, de conclusion. Je te laisse. Moi, j'ai l'impression de vivre ce que j'ai vécu dans le digital il y a de ça une dizaine d'années. Et ça ressemble vraiment beaucoup à ça, c'est-à-dire une vague qui est en train d'arriver très fort et qu'il faut absolument qu'on prenne et qui va changer en profondeur notre manière d'exercer nos métiers et parfois même jusqu'à nos vies. Ça, c'est vraiment quelque chose que je ressens très fort. Le deuxième sujet que je voudrais partager avec vous, c'est dans cette question du sens, je pense que celles qui sont le plus près du sens aujourd'hui, c'est justement les TPE, PME et ETI. Je pense qu'elles ont une identité très souvent liée à leur fondateur, très souvent liée à leur histoire, à leur famille. Et cette identité, elle ne demande qu'à s'exprimer pour donner ce sens. Je pense que c'est paradoxalement beaucoup plus simple que dans certaines corporates qui ont pu grossir, devenir des conglomérats et perdre ce fil. Et je pense que ce serait terriblement dommage, compte tenu de ce que je vous disais, de ce que je sens de la temporalité et de ce qu'elles ont, cette richesse, qu'elles ont du sens et de l'humain qui s'incarne dans leur management, ce serait terriblement dommage qu'elles imaginent que ces questions de RSE ne sont pas pour elles. Fondamentalement, ce sont des questions qui sont pour elles et qui font partie de notre modèle. Tu parlais de ça tout à l'heure, Philippe. Fondamentalement, je pense que c'est notre modèle, le modèle pas seulement français, mais le modèle européen, notre manière à nous de faire du business. Et c'est le plus pérenne et le plus porteur d'attractivité et de croissance. Stéphane, en dehors de te souhaiter de devenir une licorne dans les prochaines années, on va dire, puisque ouais, soyons raisonnables, même si on accélère bien. Quelques mots de prospective, d'optimisme, de réflexion pour conclure? Bah, l'optimisme, alors un mot d'optimisme, oui, forcément. Je pense que là, dans RSE, il y a environnement, il y a social.
Et donc, je pense que le capitalisme tel qu'on l'a connu aujourd'hui est en train d'évoluer, j'allais dire de mourir, non, il est en train d'évoluer et il n'aura pas d'autre choix que d'évoluer. Donc, c'est une note d'optimisme. Voilà, je ne suis pas contre le capitalisme, pas du tout, mais je pense que c'est un capitalisme totalement différent que l'on va vivre dans les prochaines décennies. Ce que je voulais en termes de prospective, peut-être, il y a une notion qu'on est en train de voir naître, et je pense que ça va être la tendance à venir, c'est la notion d'écosystème circulaire. Alors, qu'est-ce que c'est un écosystème circulaire? C'est que l'entreprise, évidemment, va se transformer au travers de cette fameuse transformation sociétale dont on parle depuis une heure pratiquement, mais elle ne va pas pouvoir le faire toute seule. Et pour pouvoir aller plus vite, il y a une possibilité qui est intéressante, c'est de créer ce qu'on appelle, nous, des communautés autour de thématiques bien spécifiques pour améliorer la durabilité du cycle. C'est-à-dire qu'une entreprise seule, potentiellement, peut avoir des difficultés à trouver un business model durable. Par contre, si elle mixe plusieurs savoir-faire avec d'autres entreprises, là, on commence à créer des boucles circulaires. Ça peut être différents types d'organisations, différentes tailles d'organisations. Nous, on est en train de l'expérimenter, c'est super intéressant autour d'un sujet qui est le recyclage des voiles dans le système, côté maritime, pardon. C'est super intéressant. Les acteurs se regroupent entre eux, échangent au travers de la plateforme. Enfin, on est en train de le monter, donc on pense que c'est ce qui va se passer. Donc je vous le dirai justement, c'est prospective, on pourra se revoir. Et échangent pour pouvoir justement modifier leur business model, mais pas tout seul, ensemble, pour justement créer une boucle vertueuse. Et c'est super intéressant parce que, évidemment, il faut penser à soi, il faut penser à ses collaborateurs, il faut penser à son business model en tant que chef d'entreprise ETI, mais c'est aussi important de pouvoir travailler avec d'autres ETI qui peuvent être, enfin, ou d'autres entités, organisations qui peuvent être totalement complémentaires pour justement atteindre cette durabilité, en fait. Et ça passera par la finance, ça passera par beaucoup de choses. En fait. Merci infiniment Stéphane, Muriel, pour votre participation, plein d'optimisme, puisque quand on a préparé ce webinaire, on partage vraiment, on a vécu, on est issu, vous l'avez bien compris, du monde digital, on a vécu cette prise de pouvoir d'autres continents, et je pense que c'est notre message principal, c'est maintenant que ça se passe, sur l'accélération, sur la prise en compte de ces enjeux. L'Europe a toute sa place pour jouer dans cette cour, c'est dans nos valeurs historiques au niveau européen et français, donc on a beaucoup d'espoir que l'écosystème avance en commun. Je vous remercie en tout cas une fois de plus. Merci à l'ensemble des participants. Ce webinaire sera en replay, bien entendu, sur l'ensemble des réseaux sociaux. Je ne vais pas en faire la litanie. Voilà, sera accessible. Stéphane et Muriel, ne les abreuvez pas de trop d'appels, mais vous pouvez eux aussi, par message privé ou par différentes connexions, continuer la connexion. Faites-le de manière smart. Et je vous donne rendez-vous, j'espère, dans des formats un peu différents à la rentrée maintenant. Les webinars vont peut-être laisser la place à un peu plus d'événements physiques. On en a avec Muriel dans les associations dont nous faisons partie. Donc, on espère tous un retour à une vie un peu plus, je dirais, toujours hybride, mais un peu plus normale. Merci en tout cas et à très bientôt. Merci à toi. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir.